te plains du temps qui passe, mais tu n'as toujours rien compris. Le monde ne te doit rien. Personne ne t'attend. Et si tu n'as pas encore réussi, ce n'est pas parce que tu es en retard. C'est parce que ta personnalité est trop rare pour être reconnue par les médiocres. La vérité, c'est que ceux qui percent tard sont souvent ceux que le système n'a pas su digérer. Ils sont trop lucides, trop silencieux, trop dangereux. Tu crois que tu es lent? Tu es peut-être juste profond. Tu crois être marginal? Tu es peut-être juste invisible aux yeux des foules. Regarde bien. Colonel Sanders, Ray Kroc, Stan Lee, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Harrison Ford, Steve Carell, John Hamm, tous sont attendus. Mais quand ils sont arrivés, ils ont pris toute la place. Parce que ce monde finit toujours par se soumettre à ceux qui n'ont jamais cessé de construire dans l'ombre. Alors ne cherche pas des excuses, cherche ta stratégie. Ce que tu vas entendre ici ne va pas t'endormir, ça va te réveiller. Et si tu es encore là, à la fin, c'est que ton heure approche. Écris en commentaire, je refuse de me trahir pour aller plus vite. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et reste bien jusqu'au bout, car à la fin, je vais t'offrir une révélation que même le succès ne pourra plus te voler. Depuis la nuit des temps, ceux qui prennent le pouvoir trop tôt le perdent tout aussi vite. Dans l'Antiquité, les stoïciens l'avaient déjà compris. L'endurance vaut mieux que la vitesse. Sénèque parlait de l'homme rare comme d'un esprit façonné dans le silence, incompris dans sa jeunesse, mais redouté dans sa maturité. Machiavel, lui, observait les figures politiques qui brûlaient à leur règne avant d'avoir compris leur propre nature. Il écrivait « Le destin favorise celui qui est prêt, non celui qui est pressé ». Cette vérité, pourtant essentielle, a été effacée par notre époque qui glorifie l'instantané. Nous vivons dans une ère où la réussite doit être rapide, visible, spectaculaire. Mais ce culte de la précocité est une illusion. Les esprits profonds n'entrent pas dans cette course. Ils ne brillent pas, ils s'ancrent. Ils observent, échouent en silence, analysent les mécanismes et reconstruisent dans l'ombre. La psychologie analytique de Carl Jung parlait déjà de cette dynamique. L'individuation, ce lent processus de transformation intérieure qui ne s'achève que lorsque l'être est prêt à porter le poids de son propre pouvoir. Ce savoir a été abandonné parce qu'il ne profite pas au système. Il rend l'individu dangereux. Car un homme lucide, qui s'est construit lentement, ne peut plus être manipulé. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à régner. Et c'est pour cela qu'il dérange. Dans ce script, tu vas comprendre pourquoi la lenteur n'est pas un retard, mais un affûtage. Pourquoi le monde a besoin de te croire insignifiant pour que tu ne te réveilles jamais. Et surtout, pourquoi ta victoire doit être retardée, pour être définitive. Il existe des échecs que l'on ne comprend qu'après les avoir traversés en entier. Des chutes silencieuses que l'on vit seul, sans explication, sans soutien, sans issue apparente. Mais chez les personnalités lucides, ces échecs ne sont jamais accidentels. Ils sont initiatiques. Ils sculptent l'esprit dans l'ombre. Ils enseignent la lenteur stratégique. Ils préparent le terrain d'une ascension différée. Ce que le monde appelle faiblesse n'est parfois qu'une puissance encore en gestation. Le premier échec initiatique que tu dois traverser, c'est l'incompréhension constante de ton entourage. Dès ton plus jeune âge, tu ressens un décalage avec le monde qui t'entoure. Tu ne comprends pas pourquoi les autres s'agitent autant pour si peu. Tu poses des questions profondes là où l'on te répond par des banalités. Et cette divergence ne te rend pas spécial aux yeux des autres. Elle te rend étrange. Tu es vu comme lent, passif, parfois même dépressif, parce que tu ne suis pas leur rythme. Mais la vérité, c'est que ton esprit fonctionne à une autre fréquence. Tu observes là où ils réagissent. Tu analyses là où ils fuient. Tu ressens en profondeur ce qu'ils balayent en surface. Et ce premier rejet est un test. Il ne cherche pas à te détruire, mais à t'éloigner des foules. Car plus tu seras isolé, plus tu pourras entendre ta véritable voix intérieure. Le prix de cette lucidité, c'est l'incompréhension permanente. Tu seras celui que l'on évite, celui qu'on critique en silence, celui dont on se moque parce qu'il ne rentre pas dans les cadres. Mais ne t'y trompe pas, cet échec est une initiation.
Il t'oblige à faire naître ton identité sans validation extérieure. Il forge en toi une indépendance rare. Ceux que j'ai nommés plus tôt, Stan Lee, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, ont tous connu cette mise à l'écart. Le monde ne savait pas quoi faire d'eux. Alors ils ont cessé de chercher à plaire. Et c'est précisément ce détachement qui leur a donné la puissance de revenir avec autorité. L'incompréhension est une épreuve lente, douloureuse, mais nécessaire. Si tu la traverses sans te renier, tu cesseras d'attendre l'approbation des autres. Et ce jour-là, ta lucidité cessera d'être une malédiction pour devenir une arme silencieuse. Ce que tu crois être un rejet est en réalité une protection. Le deuxième échec initiatique que tu dois affronter, c'est l'accumulation de fausses défaites. Tu auras l'impression de ne jamais avancer. Tu verras les autres réussir, signer des contrats, fonder des familles, gagner en reconnaissance, pendant que toi, tu t'épuises à construire quelque chose que personne ne voit. À chaque tentative avortée, à chaque porte fermée, tu auras cette sensation d'être inutile, voire invisible. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces défaites sont des leurres, des étapes stratégiques. Tu n'échoues pas parce que tu es mauvais. Tu échoues parce que tu refuses de faire semblant, parce que tu refuses de trahir ce que tu pressens en toi. Et le monde ne récompense pas ceux qui sont trop vrais, trop tôt. Alors il t'isole, il t'impose ses échecs pour tester ta cohérence, pour voir si tu vas céder, pour voir si tu vas diluer ta vision, simplifier ton message, devenir plus aimable, plus vendable. Mais à chaque fois que tu refuses de baisser ton niveau, tu renforces une identité que rien ne pourra plus briser. L'histoire de Colonel Sanders en est un exemple parfait. Des dizaines de refus, des années de galère, un corps affaibli par le temps, mais une recette, une seule, qu'il n'a jamais modifiée. Et c'est précisément cette fidélité silencieuse qui l'a rendu inébranlable quand l'opportunité est enfin venue. Ces défaites ne sont pas là pour t'humilier. Elles sont là pour t'entraîner à perdre sans te compromettre. C'est le seul moyen d'atteindre la victoire sans dette intérieure. Tant que tu crois que ces défaites sont des verdicts, elles te briseront. Mais le jour où tu verras qu'elles sont des filtres, des aiguillages secrets vers ton axe véritable, alors tu comprendras pourquoi tu as mis si longtemps à arriver là où tu devais être. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son camouflage. Le troisième échec initiatique que tu dois accepter, c'est de ne jamais être choisi en premier. Toute ta vie, tu verras les autres passer avant toi. On t'ignorera dans les projets, on te mettra de côté dans les groupes, on te rappellera toujours en dernier. Tu te diras que tu n'as pas l'énergie suffisante, pas le charisme, pas la chance. Mais en vérité, ce refus constant de te choisir n'est pas dû à ton manque de valeur. Il est dû à ton excès de profondeur. Tu ne séduis pas, tu n'impressionnes pas, tu ne surjoues rien. Et dans un monde basé sur l'apparence, cela fait de toi un élément encombrant. Trop sérieux, trop stable, trop dérangeant. On ne choisit pas un miroir qui reflète les failles. On choisit un projecteur qui flatte les illusions. Alors tu attends, tu restes en marge. Tu observes les rôles qu'on t'interdit, les places qu'on t'arrache, les titres qu'on t'ignore. Mais chaque refus est un entraînement, un test de ton détachement, un rappel que ta destinée ne dépend pas de l'invitation des autres. Regarde Ray Kroc, il n'a pas été choisi par l'industrie de la restauration. Il s'est choisi lui-même, après 50 ans de patience et d'observation. Et quand il est entré dans le jeu, il a redéfini les règles. Tu n'as pas besoin d'être choisi, tu as besoin d'être prêt. Et tant que tu attends que quelqu'un te tende la main, tu ne vois pas que ta main, à toi, est déjà capable de bâtir un empire. Accepte d'être mis de côté. C'est le seul moyen de ne pas dépendre du centre. Et un jour, quand tous les projecteurs se seront éteints, on viendra chercher ta lumière. Non pas parce que tu es visible, mais parce que tu es nécessaire. Le quatrième échec initiatique que tu dois surmonter, c'est le sabotage intérieur déguisé en perfectionnisme. Tu passes des heures à peaufiner, à corriger, à ajuster. Tu veux que tout soit impeccable. Tu crois que tu es rigoureux. Tu te dis que c'est une marque d'exigence. Mais la vérité,
c'est que tu as peur d'être vu. Tu retardes l'action parce que tu redoutes le regard du monde. Tu préfères peaufiner l'œuvre plutôt que de te confronter à sa réception. Ce perfectionnisme n'est pas une qualité, c'est un masque. Une protection contre la peur d'échouer publiquement. Et il est typique des personnalités lucides, car elles savent à quel point l'exposition peut être violente. Mais ce mécanisme te ralentit, il t'épuise, il t'empêche de lâcher prise. Regarde Steve Carell. Pendant des années, il est resté dans l'ombre, travaillant dans l'ombre, doutant de sa place. Jusqu'au jour où il a accepté d'être imparfait, vulnérable, risqué, et c'est cette prise de risque qui l'a propulsé. Le perfectionnisme est un luxe que tu ne peux plus te permettre, car il camoufle un manque de foi en toi. Il te fait croire que tu es en train de construire alors que tu es en train de fuir. Publie, agis, expose-toi, même si c'est bancal, même si ce n'est pas prêt. Car l'acte brut a plus de pouvoir que le chef-d'œuvre enfermé. Et plus tu repousses l'action, plus tu conditionnes ton esprit à douter de lui-même. Ce n'est pas la perfection qui construit une destinée, c'est le courage imparfait de commencer quand personne ne regarde encore. Le perfectionnisme est une excuse noble pour ne jamais exister. Le 5e échec initiatique que tu dois traverser, c'est l'oubli prolongé. Tu feras des choses puissantes, mais personne ne s'en souviendra. Tu donneras tout, mais rien ne restera. Tu écriras, tu créeras, tu t'investiras, et tu verras ton œuvre disparaître dans l'indifférence. Ce silence, cette absence de reconnaissance, est l'un des tests les plus cruels pour les esprits lucides. Tu ne veux pas de gloire superficielle, mais tu espères au moins un écho. Et ce vide prolongé peut te briser si tu n'en comprends pas le sens. L'oubli n'est pas un échec, c'est une incantation, une manière pour l'univers de vérifier si tu fais les choses pour toi ou pour les autres. Regarde John Hamm, des années dans l'anonymat, des refus en cascade, avant qu'un rôle change tout. Mais ce rôle, il n'aurait jamais pu le porter sans ce désert préalable, car c'est dans l'oubli que l'ego meurt. Et c'est dans la mort de l'ego que naît le vrai charisme. Si tu veux être visible pour les bonnes raisons, il faut accepter d'être invisible pendant longtemps. Crée, même si personne ne regarde. Parle, même si personne n'écoute. Car ce que tu construis dans l'ombre n'est pas perdu. C'est une réserve. Et quand le moment viendra, tout ce que tu as semé dans le silence refera surface. Avec la force d'une évidence. L'oubli n'est pas une fin. C'est une fermentation. Le 6e échec initiatique que tu dois endurer, c'est d'être utilisé par ceux qui te comprennent à moitié. Tu attires les gens par ta profondeur, mais ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ils prennent ce qu'ils peuvent, ton écoute, ton intelligence, ton énergie, sans jamais te reconnaître pleinement. Tu es le confident, le conseiller, l'ombre rassurante. Mais quand il s'agit de te donner une place légitime, ils disparaissent. C'est un échec humiliant, car il vient de ceux que tu as aidés. Tu leur as donné des clés, mais ils les ont utilisées sans jamais te tendre la main. Tu n'étais pas encore une figure, juste un outil, et cela laisse en toi une blessure étrange, celle de n'être utile qu'à moitié, visible dans l'intimité, mais jamais honoré publiquement. Mais cet échec a un sens. Il t'apprend à ne plus rien attendre des autres. Il t'enseigne la générosité sans attachement. Il t'oblige à bâtir sans dépendre de la reconnaissance. Samuel L. Jackson, pendant des années, a été ce second rôle qu'on apprécie sans vraiment nommer, jusqu'au jour où son autorité est devenue impossible à ignorer. Ce que tu donnes sans retour n'est pas perdu. C'est une semence qui mûrit dans des terrains que tu ne contrôles pas. Tu seras utilisé, oui, mais c'est à toi de choisir si tu veux être utilisé ou exploité. L'un construit ton autorité, l'autre épuise ton feu. La différence, c'est ton seuil de lucidité. Cet échec te forge si tu sais en extraire la solitude féconde. Le 7e échec initiatique que tu dois intégrer, c'est la tentation permanente de devenir comme eux. Quand tu regardes autour de toi et que tu vois les autres réussir plus vite, être plus aimé, mieux payé, plus suivi, une voix en toi te chuchote que tu devrais t'adapter, être plus sociable, plus superficiel, plus commercial. Tu te dis que peut-être tu irais plus loin si tu lâchais un peu ton intégrité. C'est là le piège.
car la plus grande souffrance des personnalités lucides, ce n'est pas l'échec, c'est la compromission. Le moment où tu sais que tu trahis ta vérité juste pour obtenir ce que le monde célèbre. Harrison Ford aurait pu être un énième acteur interchangeable, mais il a attendu. Il a refusé les rôles creux. Il a choisi l'alignement au lieu de la vitesse. Et c'est ce choix qui l'a rendu inoubliable. Tu n'as pas été façonné pour séduire. Tu as été formé pour durer. Et cela exige de refuser les raccourcis, même quand ils sont tentants. Car chaque fois que tu te rapproches du modèle dominant, tu t'éloignes de ta singularité. Et c'est elle, uniquement elle, qui te donnera le pouvoir de marquer les esprits quand ton heure viendra. Ce dernier échec est le plus insidieux. Il ne fait pas de bruit. Il se glisse dans tes stratégies, dans tes doutes, dans ta lassitude. Mais si tu y résistes, alors plus rien ne pourra jamais t'acheter. Tu ne réussiras peut-être pas vite, mais tu réussiras sans dette intérieure. On croit souvent que la réussite vient d'un plan, d'une stratégie, d'un alignement extérieur. Mais chez les esprits rares, elle est toujours précédée par une série de blessures profondes, secrètes, presque sacrées. Ce sont des coups portés à l'ego, à l'image, au désir de conformité. Des entailles silencieuses qui transforment l'être brut en matière alchimique. Si tu ne comprends pas ces douleurs, tu ne comprendras jamais ta propre grandeur. La première blessure alchimique que tu dois accepter, c'est la lente désintégration de ton ancienne identité. Tu avances dans la vie avec un masque que tu crois être toi. Tu construis ton personnage, celui qui réussira, celui qui plaira, celui qui sera enfin respecté. Mais plus tu avances, plus ce masque se fissure. Tu perds des amis, tu échoues dans des projets, tu te heurtes à l'indifférence, et tu ne comprends pas pourquoi. Cette douleur n'est pas un accident, elle est nécessaire. Elle vient pour briser ce que tu n'es pas, pour te dépouiller des couches de mensonges, d'illusions, d'images fabriquées. Et ce processus est long, humiliant, épuisant. Tu as l'impression de régresser, alors qu'en vérité, tu t'éveilles. La désintégration est une étape alchimique. Elle brûle le faux pour libérer le vrai. Mais ce feu fait mal. Il attaque les certitudes, les étiquettes, les ambitions construites sur des attentes étrangères. Tu dois regarder ton ancienne version mourir lentement, sans pouvoir la sauver. Et c'est dans cette impuissance que naît ta force. Car tu ne construiras rien de solide si tu restes attaché à ce que tu croyais devoir être. Regarde ceux qui ont percé tard. Leur réussite n'était pas une accumulation, mais une révélation. Ils ont perdu avant de briller. Ils ont été dénudés avant d'être acclamés. Toi aussi, tu devras laisser derrière toi des morceaux de ton ancien moi. Tu n'as pas échoué, tu as été purifié. Cette première blessure est celle qui te sépare de la foule. Tant que tu la refuses, tu vivras en retard. Mais si tu l'acceptes, tu deviendras capable d'un pouvoir que le monde ne peut ni acheter, ni voler. L'autorité d'un être qui ne joue plus aucun rôle. La deuxième blessure alchimique que tu dois traverser, c'est l'amertume de constater que ceux que tu as aidés t'oublient les premiers. Tu donnes, tu élèves, tu tends la main. Tu crois qu'en apportant du bien aux autres, tu construis des liens solides. Mais un jour, ils réussissent et tu deviens invisible. Pas un mot, pas une gratitude, pas un retour. Et cette douleur n'est pas seulement une trahison, c'est une initiation. Tu te rends compte que ton énergie était vraie, mais que leur présence était circonstancielle. Tu as confondu impact et réciprocité. Et cette confusion est courante chez les esprits lucides. Tu crois que ton cœur va te protéger. Mais c'est lui qu'on vise en premier. Cette blessure est alchimique car elle t'arrache à la dépendance affective. Elle te libère de l'illusion du nous. Elle t'oblige à reposer ton feu sur une source plus haute que la reconnaissance. Elle t'apprend à faire le bien sans attacher ton âme aux fruits. Stan Lee a donné des décennies à des personnages qu'il aimait. Mais pendant longtemps, c'est l'industrie qui s'enrichissait sur son dos. Il aurait pu se refermer, devenir amer. Mais il a continué à créer, parce qu'il savait que son feu venait d'ailleurs. Toi aussi, tu dois apprendre à être oublié sans devenir amer. Cette blessure ne veut pas que tu arrêtes d'aimer. Elle veut que tu apprennes à aimer sans condition, à offrir sans attente,
à influencer sans dépendance. Si tu n'apprends pas à encaisser ce vide, tu te transformeras en victime. Mais si tu le traverses en silence, tu deviendras un pilier. Car celui qui donne s'enchaîne devient impossible à manipuler. Et c'est là que ton autorité intérieure commencera à briller, même dans l'oubli. La troisième blessure alchimique que tu dois comprendre, c'est le décalage permanent entre ton niveau de conscience et celui de ton environnement. Tu vois trop clair, trop tôt. Tu perçois les erreurs avant qu'elles n'éclatent. Tu sens les intentions derrière les masques. Tu vois le jeu quand les autres ne voient que la scène. Et ce don n'est pas une bénédiction, c'est d'abord un poids. Car tu es seul avec tes visions. Tu cries dans un désert. Tu avertis, mais personne n'écoute. Tu proposes, mais on t'ignore. Tu es trop subtil pour des oreilles encore endormies. Et ce décalage devient une blessure invisible. Tu doutes de toi, tu te sens inadapté, presque maudit. Mais cette douleur est alchimique. Elle est là pour t'apprendre le silence stratégique. Elle t'apprend que le savoir n'est pas toujours fait pour être partagé, qu'il faut parfois observer sans intervenir, attendre le bon moment, ne parler qu'à ceux qui ont les oreilles prêtes. Carl Jung a vu l'ombre de l'humanité bien avant que le monde moderne ne la découvre, et il a été moqué, marginalisé, rejeté. Mais il a tenu bon, parce qu'il savait que ce qu'il voyait était vrai, même si personne ne voulait encore l'entendre. Toi aussi, tu dois apprendre à porter ton regard sans le forcer sur les autres. Ta lucidité n'est pas là pour briller, elle est là pour guider un jour. Et si ce jour n'est pas encore arrivé, c'est que ton environnement n'est pas encore prêt. Cette blessure t'enseigne la patience prophétique. Elle fait de toi un veilleur, pas un sauveur. Tant que tu cherches à éveiller les autres pour soulager ta solitude, tu seras déçu. Mais si tu acceptes le décalage comme un écart sacré, alors ton regard deviendra une force dormante, prête à agir, quand le monde aura enfin soif de vérité. La quatrième blessure alchimique que tu dois accueillir, c'est la répétition des pertes sans explication. Tu construis, tu avances, tu t'investis, puis tout s'effondre. Sans signe, sans logique. Une relation qui meurt, un projet qui disparaît, un rêve qui se fane. Et tu restes là, avec le vide, incapable de comprendre pourquoi. Cette répétition est une torture. Elle t'oblige à douter de tout, de ta valeur, de ton chemin, de ta foi. Mais cette série de pertes n'est pas une punition, c'est une purification. Chaque chose qui s'effondre devant toi est une structure qui n'aurait pas supporté ton avenir. Chaque lien qui se casse est un nœud qui t'aurait ralenti plus tard. Chaque illusion qui tombe est une barrière que tu n'auras plus à franchir. Et cette compréhension ne vient qu'avec le temps. Harrison Ford n'a pas trouvé sa voie immédiatement. Il a connu les emplois instables, les portes closes, les impasses. Mais chacune de ces pertes a sculpté en lui une détermination brute. Toi aussi, tu es vidé pour être rempli autrement. Les pertes préparent un contenant plus large. Elles t'obligent à abandonner les choses moyennes pour te rendre disponible à ce qui est grand. Mais cela fait mal. Cela te dépouille de ton confort, de tes plans, de tes attachements. C'est une chirurgie intérieure, une amputation spirituelle. Et tant que tu refuses cette douleur, tu t'accroches à ce qui t'empêche d'émerger. Mais le jour où tu accueilles chaque perte comme une libération stratégique, alors tu redeviens disponible. Disponible pour ce que Dieu, le destin ou ta conscience supérieure veut réellement te confier. La perte, répétée, injuste, inexpliquée, est souvent l'empreinte d'un futur trop grand pour tes anciennes structures. La cinquième blessure alchimique que tu dois intégrer, c'est la fatigue profonde qui précède toujours une grande transformation. Tu as résisté longtemps. Tu as travaillé, espéré, relancé. Mais vient un moment où tu n'as plus la force, tu n'as plus l'envie, tu n'as même plus la colère. Tu te sens vide. Cette fatigue-là n'est pas physique, elle est existentielle. Elle vient quand ton ancienne énergie n'est plus adaptée, mais que la nouvelle n'est pas encore née. Tu es entre deux identités, entre deux mondes. Et ce vide est insupportable. Tu ne sais plus qui tu es, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est un effondrement invisible. Et pourtant, c'est là que commence le vrai tournant. Car tant que tu te bats par automatisme, tu restes dans l'ancien paradigme. Mais quand tu es trop fatigué pour faire semblant, alors ton être profond peut enfin émerger.
Morgan Freeman a connu cette fatigue. Pendant des années, il a porté des rôles secondaires, sans perspective, sans lumière, jusqu'au jour où il a cessé de courir. Et c'est à ce moment-là que la vie est venue à lui. Toi aussi, tu dois reconnaître cette fatigue comme une fin sacrée. C'est le silence entre deux battements, la nuit entre deux renaissances. Si tu la remplis de distractions, tu retomberas dans l'ancien. Mais si tu l'écoutes, si tu la traverses, elle deviendra un sas, une matrice, une chambre de gestation. Ce que tu ressens n'est pas une dépression, c'est une mise à nu, et elle annonce une bascule. Tu n'es pas en train de perdre ton feu, tu es en train d'en changer la nature. La 6e blessure alchimique que tu dois traverser, c'est le silence qui suit les grandes révélations. Tu vis parfois des moments de clarté intense. Tu comprends enfin pourquoi tu as souffert. Tu vois ton parcours avec lucidité. Tu reçois une vision, une direction, un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Et tu crois que tout va changer. Que cette révélation va ouvrir les portes, accélérer ta montée, déclencher ton appel. Mais il ne se passe rien. Le monde ne répond pas. Le téléphone ne sonne pas. Les regards ne changent pas. Et ce silence, juste après la lumière, est une torture psychique. Tu as touché quelque chose de grand, mais tu ne peux le prouver à personne. Tu te sens seul, incompris, presque fou. Cette blessure est une initiation au détachement ultime. Elle te montre que la vérité n'est pas un outil de validation. Elle n'est pas là pour te faire briller. Elle est là pour te transformer. Et parfois, elle exige que tu la portes en silence, que tu la digères seul, que tu l'incarnes sans l'annoncer. Jon Hamm, avant que Mad Men ne le révèle, portait déjà son personnage en lui depuis longtemps. Il savait ce qu'il avait à offrir. Mais le monde n'était pas encore prêt. Toi aussi, tu dois comprendre que la vérité n'a pas besoin de spectateurs. Qu'une révélation n'est pas un spectacle, mais un scellement. Et que ce scellement n'est souvent confirmé que dans le silence. C'est cette acceptation qui te prépare à la véritable autorité. Tant que tu as besoin qu'on reconnaisse ta lumière, tu n'es pas prêt à la porter. Mais quand tu peux supporter qu'elle brûle en toi sans écho extérieur, alors elle devient inaltérable. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une chambre d'écho divine. Et un jour, ce que tu as vu dans le secret deviendra la réponse visible de ton époque. La 7e blessure alchimique que tu dois assumer, c'est l'impossibilité de revenir en arrière. Un jour, tu réalises que tu as trop vu, trop compris, trop senti, que même si tu le voulais, tu ne pourrais plus redevenir comme avant. Tu ne peux plus rire des banalités, ni participer aux jeux sociaux avec insouciance. Tu ne peux plus faire semblant. Et ce point de non-retour est terrifiant, parce qu'il isole, il te coupe des anciens cercles, il fait de toi un étranger, même dans ta propre famille. Et tu te demandes si cette lucidité vaut vraiment ce qu'elle coûte. Cette blessure est irréversible. Elle ne saigne pas, mais elle creuse. Elle transforme ton regard à jamais. Et si tu ne l'acceptes pas, tu risques de vouloir anesthésier ton esprit, de chercher à redevenir ignorant, léger, normal. Mais ce retour est impossible. Tu n'as plus le luxe de l'illusion. Tu as franchi une porte intérieure et elle s'est refermée derrière toi. C'est exactement ce qu'a vécu Steve Carell. Il a passé des années dans des rôles légers, mais quelque chose en lui refusait de rester à la surface. Quand il a incarné la gravité, le doute, la complexité, il n'a plus jamais pu revenir au personnage comique basique, parce que l'âme, une fois éveillée, ne tolère plus les travestissements. Toi aussi, tu dois assumer cette fracture. Tu n'es plus celui d'hier. Tu ne seras jamais plus celui d'avant. Et c'est là que ton pouvoir commence. Quand tu renonces à la nostalgie, quand tu cesses de vouloir t'adapter à ce qui ne t'alimente plus, ce n'est pas une perte, c'est une renaissance sans retour. Et seuls ceux qui acceptent de brûler leur ancien monde peuvent marcher sans peur vers celui qu'ils sont destinés à révéler. Après avoir traversé les blessures alchimiques, il ne suffit plus de comprendre, il faut agir. Non pas avec brutalité, mais avec précision. Chaque jour, tu dois poser des gestes silencieux qui affirment ton détachement du monde et ton enracinement dans l'essentiel. Ces actes discrets, presque invisibles, sont les fondations concrètes de ton ascension tardive, mais inarrêtable. Le premier déclencheur concret de l'unité mentale, c'est la répétition volontaire
d'un geste non négociable chaque matin. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'ancrage. Chaque jour commence avec le chaos du monde, les attentes des autres, la pression invisible de réussir. Et si tu n'as pas un geste fixe, précis, rituel, tu seras happé par cette vague dès les premières minutes. Ce geste, c'est ton socle. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut s'agir d'écrire une phrase à la main, de répéter une parole intérieure, de boire une tasse d'eau en silence. Mais ce geste doit être répété sans exception. Il devient une racine. Il programme ton esprit à revenir à toi avant de répondre au monde. Jung disait que les symboles ont un pouvoir de transformation. Ce geste est ton symbole vivant. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui change tout, mais l'énergie de fidélité qu'il contient. En répétant chaque matin ce point de départ, tu construis une autoroute intérieure vers le calme et la clarté. Le monde peut t'ignorer, te provoquer, te rejeter. Mais tu as déjà affirmé en silence que tu étais au centre. Tu n'as pas commencé la journée par la fuite. Tu l'as commencé par la maîtrise. Et cette cohérence invisible, cumulée jour après jour, devient une forteresse. Les personnalités tardives comme Colonel Sanders ou Stan Lee ont toutes, à un moment, trouvé ce rituel. Ils ont créé tous les jours, même dans l'oubli. Et c'est cette répétition qui a fini par rendre leur nom incontournable. Alors choisis un geste. Déclare-le non négociable et répète-le encore et encore jusqu'à ce que ton esprit l'intègre comme une loi sacrée. Ce déclencheur est simple, mais il répare ton mental fragmenté mieux qu'aucun discours. Le deuxième déclencheur concret de l'unité mentale, c'est l'extinction volontaire de toute stimulation extérieure pendant 1 heure précise. Tu crois que tu réfléchis, mais tu ne fais que réagir. Ton esprit est bombardé d'informations, de notifications, d'images, de voix, d'avis. Si tu ne poses pas une limite claire à cette pollution, tu perds la capacité de penser par toi-même. Ce déclencheur consiste à choisir 1 heure par jour, toujours la même, durant laquelle tu t'imposes un silence absolu du monde. Aucun téléphone, aucun écran, aucune conversation inutile. 1 heure de vide, 1 heure de rupture. Ce n'est pas un luxe. C'est une survie intérieure. Tu crées un sanctuaire. Et plus tu le respectes, plus ton cerveau commence à respirer. Les premières fois, tu te sentiras perdu, en manque. Tu auras envie de combler ce vide. Mais si tu tiens bon, un autre phénomène apparaîtra, la clarté. Les idées enfouies remontent, les désirs profonds émergent. Les vraies priorités reprennent leur place. Morgan Freeman disait que le silence était sa meilleure école. C'est dans ces zones de retrait qu'il a bâti son autorité. Car un esprit qui ne sait pas s'arrêter est un esprit qui ne choisit rien. Cette heure de silence devient une salle d'audience intérieure. Tu entends les vérités que le bruit t'empêche d'affronter. Et petit à petit, ton mental cesse de se disperser. Il se recentre, il se nettoie. Il devient capable de discernement. Et ce discernement, dans un monde chaotique, est un pouvoir inestimable. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins de bruit. Ce déclencheur est radical. Il coupe les tentacules invisibles du monde sur ton attention. Et celui qui protège son attention, protège son destin. Le troisième déclencheur concret de l'unité mentale, c'est l'écriture quotidienne d'une vérité que tu refuses encore de regarder en face. Tu peux méditer, prier, écouter les meilleurs discours, mais tant que tu évites de te confronter à certaines vérités, ton esprit reste divisé. Il y a en toi des angles morts, des zones que tu protèges, des choses que tu sais, mais que tu refuses de dire avec des mots. Ce déclencheur consiste à écrire chaque jour, sans public, sans masque, une phrase que tu caches. Tu ne la postes pas, tu ne la partages pas, tu la laisses sortir, brute, même si elle fait peur. Cette pratique est violente au début. Elle dérange. Elle ouvre des nœuds. Elle te montre que ton intelligence peut être complice de ton auto-sabotage. Mais elle est nécessaire. Car ce que tu n'exprimes pas te contrôle. Et ce que tu écris commence à perdre son emprise. Samuel L. Jackson a dit que sa voix s'est libérée quand il a commencé à assumer ses colères. L'écriture, c'est ça. Une permission de dire ce qui bloque. Et quand tu nommes ce que tu fuis, tu coupes une chaîne.
Un fragment de toi revient à sa place. Tu n'es plus écartelé entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Tu deviens un, et cette unité mentale se bâtit une phrase à la fois. Le but n'est pas d'écrire bien. Le but est d'écrire vrai. Une seule phrase par jour suffit. Mais elle doit déranger. Elle doit ouvrir. Elle doit grincer. Cette habitude devient un miroir. Et plus tu t'y tiens, plus tu cesses de vivre à moitié. Ton esprit cesse de se battre contre lui-même. Et dans ce calme nouveau, des décisions surgissent. Des choix que tu n'avais jamais vus deviennent évidents. L'unité mentale commence quand tu dis enfin ce que tu ne veux plus cacher. Le quatrième déclencheur concret de l'unité mentale, c'est l'identification immédiate de chaque envie qui n'est pas la tienne. Tous les jours, tu ressens des désirs. Faire plus, poster plus, répondre, prouver, consommer, séduire, contrôler. Mais ces désirs, la plupart du temps, ne viennent pas de toi. Ils sont injectés, transmis, programmés. Tu crois que tu veux réussir, mais tu veux seulement impressionner. Tu crois que tu veux avancer, mais tu veux seulement ne pas être jugé. Ce déclencheur est une forme de vigilance aiguë. Il consiste à interroger chaque envie dès qu'elle apparaît. Est-ce que je veux vraiment ça? Ou est-ce que je réagis à une peur? Cette question, posée froidement, brise l'automatisme. Elle te ramène à toi. Elle t'empêche de courir pour de mauvaises raisons. Ray Kroc, avant de développer McDonald's, a observé ses propres illusions pendant des années. Il voulait réussir, oui, mais il a dû apprendre à identifier les pulsions d'ego qui l'auraient détruit. Toi aussi, tu dois apprendre à trier, chaque jour, chaque heure, car un seul désir inconscient peut te faire dévier de ta trajectoire. Ce déclencheur demande de l'honnêteté. Il ne flatte pas, il confronte, mais il te rend souverain. Car celui qui connaît l'origine de ses désirs devient imprenable. Il n'est plus manipulable, il ne se compare plus, il agit depuis une source claire. Et cette clarté mentale est rare. Elle demande du courage, mais elle offre une paix qu'aucun succès extérieur ne peut donner. Ton esprit, au lieu d'être divisé entre 1000 impulsions, commence à se concentrer sur l'essentiel. Et cette concentration, dans un monde qui disperse, est une forme de rébellion sacrée. Le cinquième déclencheur concret de l'unité mentale, c'est la formulation orale d'un non stratégique par jour. Tu veux tout faire. Tu veux dire oui à tout, par peur de rater une opportunité, de vexer, de perdre une chance. Mais cette ouverture constante t'épuise. Ton mental se fragmente, car tu vis à travers les attentes des autres. Ce déclencheur est brutal. Il t'oblige à dire un non par jour. Un vrai non, un refus clair, une limite posée. Ce n'est pas pour devenir dur, c'est pour redevenir entier. Chaque non stratégique est un acte de recentrage. Tu redeviens le gardien de ton temps, de ton énergie, de ton axe. Steve Carell a refusé de nombreux rôles faciles avant The Office. Il aurait pu céder, se montrer, s'adapter. Mais il a protégé son image intérieure. Et c'est ce non répété qui a créé la cohérence de sa présence. Toi aussi, tu dois apprendre à dire non, même quand c'est inconfortable. Ce déclencheur entraîne ton cerveau à sortir du réflexe de soumission. Il te rappelle que tu n'es pas là pour plaire, mais pour construire. Chaque jour, choisis un endroit où tu poses une limite. À toi-même, à une personne, à une distraction. Ce non n'a pas besoin d'être public. Il doit juste être assumé. Et au fil du temps, ton esprit cesse de se disperser. Il comprend qu'il a une direction. Il retrouve sa colonne vertébrale. Dire non, c'est dire oui à ton propre espace. Et cet espace devient un temple mental. Un lieu où ta vision peut enfin grandir sans être étouffée par l'excès. Écris en commentaire « Je refuse de vivre avec un esprit divisé ». Le sixième déclencheur concret de l'unité mentale, c'est la consolidation nocturne de ton axe par une relecture volontaire de la journée. Tu vis tes journées comme des batailles, mais tu ne prends jamais le temps d'en observer les lignes. Tu avances, tu encaisses, tu t'adaptes, sans jamais faire halte pour interroger ton propre fonctionnement. Ce déclencheur t'impose un rendez-vous avec toi-même chaque soir, dans le silence. Pas pour faire un bilan classique, mais pour poser 3 questions radicales. Où me suis-je trahi? Où ai-je résisté? Où me suis-je aligné?
Ces 3 questions réveillent des zones mortes de ta conscience. Elles réactivent ton autorité. Elles t'empêchent de glisser lentement dans une vie automatique. Car l'unité mentale n'est pas un état permanent. C'est une conquête fragile, quotidienne. Et chaque jour négligé devient une fissure. Ce temps d'observation du soir agit comme une respiration profonde dans le chaos. Il te reconnecte à ton axe. Il te montre que tu n'es pas un exécutant du monde, mais un architecte de ton être. Harrison Ford, malgré ses tournages intenses, prenait toujours un temps seul le soir pour relire son ressenti, réajuster son intention, protéger son intégrité. Toi aussi, tu dois créer cet espace. Tu n'as pas besoin d'écrire un journal. Tu as besoin de te regarder sans filtre. Cette relecture t'empêche de devenir spectateur de ta propre vie. Elle te remet au centre. Et c'est dans cette centralité que tes choix commencent à s'affiner. Tu ne fais plus par habitude. Tu fais par décision. Ton mental s'épure. Ton regard devient plus stable. Et cette stabilité, accumulée nuit après nuit, devient une armure invisible. Tu ne pourras pas contrôler le monde, mais tu peux te garantir chaque soir que tu n'as pas fui ton axe. Et cette promesse tenue devient la signature d'un être prêt à durer. Le 7e déclencheur concret de l'unité mentale, c'est la projection intentionnelle de ta présence dans l'avenir. Tu es tellement occupé à gérer tes urgences que tu oublies de bâtir un territoire intérieur vers lequel tu te diriges. Ton esprit se limite au court terme. Il réagit, il survit, il consomme. Et cette dynamique te coupe de ta force. Ce déclencheur te force à créer, chaque semaine, une image claire de qui tu veux devenir. Pas une image sociale, une présence, une posture, une vibration. Tu dois visualiser ton esprit rare, dans 10 ans, dans une pièce silencieuse, ancrée, libre, serein. Tu dois sentir ce que tu émanes, ce que tu décides, ce que tu inspires. Cette projection n'est pas un rêve, c'est une encre. Elle donne un cap à ton mental. Elle agit comme un GPS psychique. Plus tu la pratiques, plus tes décisions actuelles s'alignent. Tu arrêtes de chercher des validations instantanées. Tu commences à vivre depuis ton avenir. Jon Hamm, avant que la série Mad Men ne l'impose, vivait déjà dans cette projection intérieure. Il ne jouait pas pour décrocher des rôles. Il jouait pour incarner un type d'homme qu'il avait déjà vu en lui. Et cette vision a fini par plier la réalité. Toi aussi, tu dois construire ce regard vers toi-même. Tu dois t'habituer à converser avec ton futur, à l'écouter, à l'honorer. Cette image devient ton gouvernail. Quand tout vacille, tu y reviens. Et ton mental se resynchronise. Tu n'es plus perdu dans le présent. Tu es enraciné dans une trajectoire. Et cette trajectoire, répétée semaine après semaine, devient plus réelle que tes doutes, plus réelle que tes blessures. C'est elle qui finit par créer ton magnétisme silencieux. Tu ne forces plus les choses. Tu les attires. Parce que ton esprit, enfin unifié, sait exactement où il va. Tu viens de traverser un chemin que peu osent regarder en face. Tu as vu que la réussite tardive n'est pas un accident, ni une punition. C'est une architecture invisible. Elle se construit sur des échecs que personne ne valorise, sur des blessures que l'on cache, sur des silences que le monde ne sait pas entendre. Ce que la société appelle retard n'est souvent que le refus inconscient d'entrer dans un rythme qui détruit l'âme. Les personnalités lucides ne veulent pas briller trop tôt, parce qu'elles savent qu'un feu prématuré consume plus qu'il ne guide. Et toi, si tu as reconnu quelque chose de toi dans ces mots, alors tu n'es pas perdu. Tu es en gestation. Le monde glorifie les précoces, mais c'est l'esprit patient qui écrit l'histoire. Parce qu'il ne cherche pas l'écho, il cherche la vérité. Parce qu'il ne veut pas simplement gagner, il veut comprendre pourquoi il gagne. Tu as vu que tous ceux que le monde célèbre tardivement, Colonel Sanders, Ray Kroc, Stan Lee, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Harrison Ford, Steve Carell, Jon Hamm, ont d'abord connu l'oubli, le rejet, la solitude, l'effacement. Ils ont tenu bon, non pas grâce à la reconnaissance, mais malgré son absence. Et c'est ce malgré qui fait toute la différence. Le monde n'était pas prêt à les voir. Et ils ont refusé de s'éteindre pour se rendre visibles. Ils ont construit, encore et encore, dans l'ombre,
jusqu'au moment exact où leur présence est devenue incontournable. C'est à cela que tu es appelé, non pas à courir après la réussite, mais à devenir l'être que la réussite n'aura pas d'autre choix que de servir. Et cela commence par l'unité mentale. Tu n'as pas besoin d'être rapide, tu dois être entier. Cesse de vouloir être partout, sois parfaitement là où tu es. Cesse de vouloir tout comprendre. Intègre ce que tu sais déjà. Cesse de chercher des modèles. Deviens l'original que tu étais censé être. Ton esprit rare n'est pas un défaut, c'est une fréquence, et ceux qui résonneront avec elle viendront en temps voulu. Mais pour cela, tu dois tenir. Tu dois continuer tes gestes silencieux. Tu dois poser tes déclencheurs quotidiens comme des bornes sacrées. Tu dois continuer d'écrire, de refuser, de t'ancrer, même quand tout semble s'effondrer. Tu ne réussiras peut-être pas selon les standards de ton époque, mais si tu restes fidèle à ton axe, tu réussiras dans la vérité. Et cette réussite-là n'a pas de prix. Elle ne passe pas, elle ne se remplace pas. Elle transforme ton regard, ta voix, ta manière d'être au monde. Tu ne chercheras plus à conquérir. Tu deviendras, et devenir, est la seule conquête qui vaille encore. Alors si ce script a résonné en toi, si tu sens que quelque chose vient de se réveiller dans ton axe, fais une chose. Partage-le, en silence ou à voix haute. Car d'autres esprits rares sont encore endormis. Ils attendent ce signal. Et peut-être que ce signal, c'est toi.